Aujourd'hui, on découvre ou on redécouvre la Lotus Emira. Seul changement par rapport à celle qu'on connaît, il se trouve ici. C'est un nouveau moteur, le 4 cylindres 2 litres turbo d'origine AMG. Un moteur qui développe 360 chevaux, 430 Nm, associé à une boîte automatique à 8 rapports. C'est le seul choix possible. Boîte automatique robotisée, on s'entend. De manière générale, comme vous pouvez le constater, ça reste une Emira. De l'extérieur, on ne peut pas voir de différence. On va voir si de l'intérieur, il y a quelque chose qui change réellement. On vous emmène à bord de la Lotus Emira avec le nouveau moteur AMG. Les performances, grosso modo, vitesse de pointe 275 km/h, 4 secondes 4 de 0 à 100. La voiture fait 1405 kg. L'essentiel, c'est de voir si c'est toujours une Lotus une fois qu'on est au volant. Donc nous allons partir maintenant. On démarre un peu façon Lamborghini avec le petit clapet aviation. Autant vous le dire tout de suite, la voiture est équipée d'une boîte automatique, c'est le seul choix. Donc on peut le constater, la voiture est alerte, les passages de vitesse se font assez fluides. La voiture sur des grandes routes, ici des grands axes, reste assez confortable. Donc c'est une des qualités généralement des Lotus, c'est qu'elles arrivent à combiner comportement dynamique et confort. Sur des routes bien pavées comme celle-ci, il n'y a pas trop de soucis, très honnêtement. On peut dire que ça reste ferme, on s'entend bien. La voiture a quand même de grandes roues, les pneus sont en taille basse et la voiture reste quand même lourde. Ce n'est plus une Elise, même plus une Evora. Donc à ce niveau-là, le poids est là. Et donc les conséquences sont que la suspension est un petit peu figée à basse vitesse sans que ce ne soit quelque chose de totalement inconfortable. Par contre, premier détail important, les sièges sont relativement étroits. Je ne suis pas vraiment un poids-plume ni un danseur étoile, on va dire. Donc clairement, le petit défaut des sièges est qu'on est assez serré au niveau des hanches en tant que tel, alors que les cuisses sont un peu plus lâches à ce niveau-là. Donc ça, c'est un petit peu dommage, parce que ça veut dire que sur les longues distances, ça peut être fatigant. Maintenant, est-ce que cette voiture-là va être utilisée pour ce type d'utilisation? On n'est pas certain, c'est plus une voiture pour se faire plaisir le dimanche. Clairement, vous entendez, le bruit est quand même relativement présent dans la voiture. Pour ce qui est du confort, c'est quand même pas exceptionnel non plus. Ça peut vite être fatigant. Chose amusante, c'est qu'on entend bien le bruit du turbo, par exemple, quand on accélère. Mais pour le reste du temps, quand on roule à faible charge ici, les bruits de roulement ne sont pas trop présents. Mais par contre, le bourdonnement du moteur peut vite être désagréable parce que c'est pas la plus belle musique mécanique qu'on puisse avoir de nos jours. On regrettera juste que sur des routes un peu déformées ou légèrement bombées, comme c'est le cas ici souvent en Angleterre, on est sur la côte, le volant a tendance à suivre la route et les déformations de la route. C'est une tendance qui est assez perturbante au début parce qu'on pense qu'il y a un système du style Lane Keeping Assist qui intervient. En fait non, c'est juste les roues qui suivent les déformations de la route. Donc ça peut être un peu désagréable sur des petites routes de campagne lorsqu'il faut évoluer à faible vitesse parce qu'on doit corriger constamment. Et bon, c'est un peu frustrant, très honnêtement. Mais ça n'est pas non plus rédhibitoire. C'est le lot de ce genre de voiture-là. L'avantage, c'est qu'on a toujours une direction qui est à assistance hydraulique. Donc on a un vrai feeling dans la voiture. On sent ce qui se passe au niveau du train avant. Ça, c'est quelque chose c'est une chose à laquelle on n'est plus tellement habitué de nos jours dans les voitures modernes, qui la plupart du temps ont des assistances électriques et qui, même quand elles sont bien réglées, n'offrent pas ce toucher de route. Pour ça, ça reste une authentique Lotus. Par contre, la voiture manque un petit peu de souplesse à basse vitesse dans ses évolutions. L'accord entre le moteur et la boîte n'est pas exceptionnel. La voiture en elle-même est assez agréable à conduire parce qu'on a une excellente visibilité, en dépit de montants A qui sont quand même relativement épais. On a une très bonne visibilité sur la route. Le capot est très bas, l'avantage d'une voiture avec un moteur central arrière. Les rétroviseurs offrent une excellente rétrovision, par contre, à ce niveau-là. Donc, en termes de sécurité, c'est très bien. La visibilité au niveau du rétroviseur intérieur est aussi assez bonne pour une voiture de ce type.
Donc bon point sur ce plan-là. Évoluer en ville, évoluer dans la circulation ne posera pas spécialement de problème. Maintenant, seul petit bémol peut-être, il y a un léger manque de réactivité de la boîte lorsqu'on doit repartir, etc. Il y a toujours une latence, vous voyez, entre le moment où on appuie sur la pédale et le moment où la voiture se met vraiment en action, du moins dans le mode tour, puisque la voiture a 3 modes, tour, sport et track. Et donc là-dessus, ça peut parfois être un peu surprenant parce qu'on s'attend à quelque chose de plus réactif, de plus naturel, on va dire. Ici, c'est moins le cas. C'est la combinaison entre moteur turbo et boîte automatique qui impose cette petite latence. Mais une fois qu'on le sait, on s'y habitue, on anticipe, il n'y a pas de problème. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir l'entendre avec la vidéo, mais lorsqu'on réaccélère, le sifflement du turbo est très présent. C'est assez amusant en fait, ça rappelle les sportifs turbo à l'ancienne. Mais bon, ça permet surtout de cacher un petit peu le grondement du moteur qui lui n'a rien d'exceptionnel. Donc ce petit sifflement du turbo, c'est assez fun en fait. Et ça permet de se rendre compte que oui, on est dans une voiture plus sportive. Ici, on est sur une route plus ouverte, plus sinueuse et pas trop bosselée. Mais la voiture se comporte parfaitement. La boîte de vitesse gère plutôt bien une fois qu'on est sur un rythme un peu plus élevé. Elle a plus de mal quand on évolue au pas ou à basse vitesse. Mais ici, voilà, c'est assez sympa. Et preuve que cette voiture prend vie lorsqu'elle est conduite de façon sportive, plus on va vite, moins on souffre des bosses sur le trajet, mieux la suspension travaille. Ce qui prouve un gros travail de mise au point, spécialité chez Lotus, c'est évident. L'avantage, c'est que ça inspire beaucoup de confiance dans la voiture. On sent l'équilibre, on sent que le train avant est collé à la route. Très honnêtement, c'est assez impressionnant. Nous sommes sur des petites routes avec pas mal de gravillons, un revêtement un peu gras parce qu'il y a eu un peu de bruine juste avant. Et malgré ça, le train avant est très accrocheur, précis. On voit la voiture ne manque pas de performance, clairement. Seul petit bémol ici, par exemple quand il faut freiner, la pédale de frein offre une sensation un peu molle à l'attaque de la pédale. On aurait aimé peut-être un peu plus de mordant, une réponse plus directe. Ici, on doit arriver presque au premier tiers de la course de la pédale pour vraiment sentir que ça freine. C'est un petit peu dommage, mais bon, j'imagine que c'est aussi pour permettre de mieux doser en conduite active éventuellement, pour ne pas surcharger le train avant inutilement et rentrer dans l'ABS trop vite. Mais au quotidien, il faut s'y habituer parce que sinon on peut vite être surpris parfois lors d'un premier freinage, pas un gros freinage mais un freinage un peu moyen sur autoroute ou dans la circulation parce que la voiture ne va pas réagir comme on pourrait s'y attendre de la part d'une voiture qui plus est avec un tel pédigré sportif. Au niveau de l'ergonomie du poste de conduite, il n'y a pas grand chose à dire. La position de conduite est plutôt bonne, facile à trouver. On regrettera juste, donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'assise un peu étroite au niveau des hanches ici. Ça c'est un peu dommage. Je veux dire, les gens qui ont un gabarit un peu plus épanoui que le mien en souffriront, assurément. La direction est plutôt précise, on en a parlé, mais par contre le volant présente deux petits bémols. Le premier, c'est que pour avoir une bonne position du volant, on masque une partie du tableau à instruments, donc ça c'est un peu dommage. Entre autres le compte-tours. Donc en conduite sportive, c'est pas idéal, surtout si on décide d'utiliser les palettes. Et là on arrive au deuxième point, ce sont les palettes. Donc concrètement, elles sont un peu bas, elles n'ont pas un rendu très mécanique, très sportif. La concurrence fait clairement mieux à ce niveau-là. Donc ça c'est un petit peu dommage et en conduite active, votre volant vous allez avoir tendance à vouloir le tenir comme ceci parce que la forme du volant vous y incite et du coup les palettes sont un peu bas et donc ne sont pas hyper pratiques à utiliser. C'est un petit peu dommage. Maintenant sur circuit il y a moyen de s'en accommoder mais dans la conduite de tous les jours c'est plus compliqué. Dans l'habitacle, le seul changement par rapport à une Emira V6 c'est concrètement au niveau de la boîte de vitesse. Ici, on a un levier de boîte de vitesse automatique. L'avantage, c'est que ça permet de ménager un petit compartiment de rangement en dessous. C'est vrai que c'est sympa, c'est pratique.
Maintenant, pour le reste, ça reste une Emira. Donc la qualité de finition est assez remarquable pour une voiture qui reste de fabrication plutôt artisanale, hein, on s'entend. Les matériaux sont bien choisis, l'ergonomie n'est pas mauvaise, même si le système multimédia n'est quand même pas le plus réactif et le plus intuitif à utiliser, clairement. Il y a mieux, et si vous allez chez Porsche, pour ne prendre que cet exemple-là, vous aurez quelque chose de nettement supérieur. On s'entend là-dessus, mais rien de rédhibitoire. Ici, moi, j'utilise Apple CarPlay sur la voiture. Le couplage se fait très facilement, par câble ou sans fil. Donc ça, c'est quand même à noter. Et de manière générale, l'utilisation à ce moment-là est très facile, quoi. Alors, cette Emira à moteur AMG, est-ce qu'elle vaut la peine? Est-ce qu'il faut la choisir plutôt que la version V6? La première question qui se pose, c'est est-ce que vous voulez une boîte manuelle? Dans ce cas-là, vous n'avez pas le choix, c'est le V6. En cas de choix pour une boîte automatique, clairement, ce modèle-ci vaut le V6. Les différences se font au niveau de la sonorité du moteur, éventuellement, mais pour le reste, ça reste une Lotus et une Lotus Emira. Train avant extraordinaire, châssis dynamique et qui prend vie lorsqu'on accélère, et une ligne qui reste magnifique et de supercar. C'est peut-être ça qui fait la différence entre celle-ci et ses concurrents.